Nous allons aborder cette question avec Jean-Philippe Gaulier, s'il veut bien me rejoindre. Jean-Philippe Gaulier de Cyberzen. Madame Tiffaine Leduc, chef de mission défense et cybersécurité à la structure Bretagne Développement Innovation. Si vous voulez bien vous asseoir à côté de moi. Nicolas et également Michel Juvin, voilà, expert cybersécurité et membre du CESIN. Il vous a laissé un micro où il est très bien. Alors, bienvenue et merci d'être là. Alors, mettre en place la stratégie cybersécurité, quels sont les métiers concernés par les enjeux de cybersécurité? J'ouvre le bal de cette table ronde avec vous. Bonjour. Eh bien, on est au MEDEF. Je crois que ça tombe bien parce que la cybersécurité ou la sécurité informatique, je pense que ça concerne tout le monde. Je pense que tout le monde a un smartphone cet après-midi. Tout le monde a un ordinateur chez soi, ne serait-ce que ça, peut-être une connexion à Internet. Donc je pense que nous sommes tous concernés. Et particulièrement le chef d'entreprise, puisque, alors sans vouloir rentrer dans tous les standards qui ont été abordés, j'ai pas entendu l'ISO 27001, donc je me permets de la citer, parce que la première caractéristique, c'est j'obtiens le soutien et l'engagement de la direction pour pouvoir mener à bien mon combat en sécurité informatique. Donc tous les gens qui disent j'ai nommé un RSSI, c'est bon, je suis tranquille, et de toute façon il n'a pas de budget parce que c'est un coût et ce n'est pas une opportunité, eh bien sachez que sans l'accord de la direction et le soutien de la direction, ça ne sert à rien. Donc vous pouvez soit lui donner un budget, soit le virer, ce qui a un ROI immédiat. Donc tous concernés, monsieur l'a bien redit, le FIC cette année, c'est l'humain au centre de la question, parce que la vulnérabilité, si elle ne vient pas du système informatique, elle viendra de l'humain. Nous sommes tous faillibles. C'est pas pour ça, et Guillaume Poupard l'a bien redit cette année, on va essayer d'arrêter de faire peur tout le temps. On voudrait bien arrêter de faire peur. Mais il faut que tout le monde soit formé, tout le monde soit informé. Aujourd'hui, lorsque vous devez prendre une voiture, il vous faut le permis de conduire. Sauf erreur de ma part, pour pouvoir rouler en France de manière officielle, mis à part les voitures sans permis, bien sûr. Et on voit qu'il y a de nombreuses choses qui sont mises à côté pour vous s'assurer que vous respectez le code de la route. Aujourd'hui, il y a quelques initiatives qui sont faites, entre autres par la Gendarmerie nationale que l'on saluera, pour s'assurer que nos enfants soient formés, mais c'est encore juste une adoption du numérique. On voit que dans les programmes viennent de rentrer des choses un peu plus sur le développement, le code, comme j'entends souvent dire, mais c'est juste un balbutiement. Donc aujourd'hui, il faut s'assurer que chacun puisse, dans son quotidien, avoir l'hygiène. Je me réjouis que M. Jérôme Notin intervienne après moi, puisqu'il pourra vous parler de faits et d'hygiène numérique. Puisque l'hygiène, c'est se laver les mains, c'est se brosser les dents le matin, c'est éventuellement se raser pour moi. Ces gestes-là, on ne les a pas tous forcément au quotidien. Alors je vais me permettre un petit sondage, comme ça on va réveiller l'Assemblée. Qui utilise un coffre-fort numérique pour ses mots de passe dans l'Assemblée? Veuillez lever la main. Ok, donc on a un tiers à peu près de l'Assemblée. Qui a fait la restauration de sa dernière sauvegarde pour s'assurer qu'elle marchait? À peu près les mêmes. Qui a fait la mise à jour de son contrôleur d'entrée-sortie, le contrôleur physique, vous savez, le truc qui tourne sous Windows XP, il a passé sous Windows 10 récemment, puisque Windows XP n'est plus maintenu depuis 7 ans. Ah, il y a une main qui s'est levée, qui est descendue, il y a une autre main là. Bon, voilà. Donc, je viens de attention, prendre... il va vous faire signer des contrats tout de suite. Je viens de prendre 3 choses basiques qui sont entre autres défendues par Cybermalveillance dans son guide essentiel au démarrage. Vous êtes, je pense, peu ou prou tous concernés, puisque vous badgez tous le matin pour entrer dans votre bâtiment, et on voit qu'on vient de trouver quelques défaillances. Donc, j'espère avoir fait la démonstration rapide. Donc vous appelez de vos voeux un permis à point pour surfer sur le net, parce que vous dites qu'on se met en danger soi-même, on peut mettre en danger les autres. Au moins que tout le monde soit informé et le niveau de connaissance pour savoir qu'effectivement il y a des arnaques et qu'il y a des gens qui sont quand même méchants et des gens qui sont borderline, et que quand on vous demande votre numéro de carte bleue ou quand on le photographie pour le mettre sur Twitter parce qu'on a une super carte bleue avec un super logo, il y a peut-être des risques associés.
Bien, je crois que vous n'apprenez rien à Michel Juvin, membre du Césin. J'aimerais lui donner la télécommande, Tiffaine Philippin, lui donner parce qu'il a quelques slides pour illustrer son propos. Et vous-même, il y a une autre notion qu'on n'a pas encore évoquée, les VIP, les Very Attacked People. J'aimerais que vous nous en parliez parce que, évidemment, tous nos invités dans la salle sont des VIP, mais je crois que vous voulez parler d'autre chose, vous. Oui. En fait, je voudrais revenir sur cette notion de risque parce que on a en fait derrière la notion de risque deux points importants. Le premier point, je pense, c'est que comme beaucoup de chefs d'entreprise, le risque, c'est aussi une opportunité. Et donc, il faut gérer cette notion de risque. Et c'est ça, je pense, ce qui est important de prendre en compte. Il ne faut pas l'oublier. On a eu un peu trop tendance à nous présenter le risque comme étant ce qui était catastrophique. Hein. Et malheureusement, comme le rapport de l'Alliance Risk Barometer le met en évidence, c'est vrai que c'est considéré comme un risque excessivement important. De même, hein, là, je présente la slide. Alors, il faudra excuser Philippe Gunstein, mais moi, j'ai mis l'année 2019 parce qu'elle est disponible. Et on voit bien effectivement qu'en probabilité d'occurrence, le risque qui apparaît en violet est dans les 5 premiers. Ce qui est quand même assez important. Maintenant, quand on multiplie cette probabilité d'occurrence par l'impact, car vous savez que le risque, c'est la multiplication par l'impact, et la deuxième partie de la slide, en bas, vous montre l'impact d'une cyberattaque. Alors, c'est vrai que le rapport a été produit à fin 2018 et concerne 2019, mais on voit bien que le carré violet, pour ceux qui sont dans le fond de la salle, n'apparaît qu'en 2014. Ça veut dire aussi que dans la perception que l'on a en fait au sein des entreprises, c'est important le risque, mais pour autant son impact est vraiment à prendre en compte. Alors, j'ai fait en même temps une petite analyse à partir du site Akamekdon que vous connaissez peut-être, hein, qui recense alors un certain nombre des attaques qui ont été constatées dans la presse, et il s'avère que la France apparaît en 7e position. On voit bien ici sur ce graphe aussi que, alors même si c'est vrai que les pays anglo-saxons ont plutôt tendance à déclarer l'ensemble des attaques, mais là, les USA sont quand même ceux qui remportent un franc succès en matière de cyberattaque, puisqu'ils sont largement loin devant. On va retrouver la France en 7e position derrière l'Angleterre, l'Australie, la Russie, la Germanie et l'Inde. In fine, on s'aperçoit que voilà, on peut peut-être tirer une conclusion sur le fait, est-ce que c'est judicieux, par exemple, d'aller déposer ces données sur un site américain ? Je vais peut-être aller un petit peu trop loin, mais c'est vrai qu'on peut aller jusque-là et se poser la question. Voilà, ça c'était des faits que je voulais rapporter sur ce qu'on peut constater sur des sites qui sont accessibles officiellement. Alors, merci beaucoup. Tiffaine Leduc, c'est intéressant de savoir ce qui se passe en Bretagne, parce que, vous ne le saviez peut-être pas, mais les Bretons sont également pionniers en matière de cybersécurité. Vous êtes chef de mission défense et cybersécurité chez Bretagne Développement Innovation. Alors, un petit mot pour préciser les contours de cette agence de développement. Et que vivez-vous, alors du coup, qu'avez-vous pu rassembler comme expertise dans cette région ? Oui, effectivement, la région Bretagne est assez à la pointe en termes de cybersécurité. Alors, c'est historique. On a un territoire de télécom, un territoire avec beaucoup de sites militaires, une forte présence de la DGA, maîtrise de l'information. Donc, on a des experts. Il y en a pas mal sur le territoire de la Bretagne. Avec un volet au sein de l'agence, justement, de diffuser la cybersécurité sur les filières qui ne sont pas expertes de cybersécurité. C'est-à-dire que, bien évidemment, quand on est une banque, on a une culture de la sécurité. Quand on est une petite PME sous-traitante de l'électronique ou un petit industriel de l'agroalimentaire, on a moins cette culture de la cybersécurité. Et donc, l'enjeu au sein de l'agence de la région Bretagne, c'est de diffuser la cybersécurité et les bonnes pratiques au sein de ces filières applicatives, donc l'objet connecté, la mobilité, la santé, les industries au sens large. Et effectivement, vous avez vous-même expérimenté ou été témoin de quelques cas. Il y a quelques
anecdotes, au-delà de l'exemple, on se projette, on se dit, est-ce que ça peut m'arriver? Tiens, demain, au moins, je ne ferai pas cette erreur-là. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu? Oui, effectivement, au sein de l'agence, on a eu l'occasion, mais un peu comme tous les intervenants, je pense, d'avoir des exemples concrets, hein, des histoires vraies de PME qui ont subi des attaques. Dans les 2 derniers mois, on a eu un sous-traitant d'électronique, une petite PME de 30 personnes qui malheureusement a cliqué sur la mauvaise pièce jointe. Hein, voilà, il ne fallait pas cliquer sur la pièce jointe. On le sait tous, mais on peut faire cette erreur, surtout quand il y a une vraie ingénierie sociale autour du mail qui fait que le dirigeant va cliquer. Et pour le coup, la conséquence, c'était qu'il y ait un blocage du système informatique et que cette PME ne puisse pas travailler. Donc, impossible d'éditer toutes les commandes en cours, de fournir ses clients. Donc, obligation de se retourner vers le sous-traitant, comme ça a été dit tout à l'heure, le prestataire informatique. En général, c'est la première personne que l'on appelle. Donc, si on a de la chance, effectivement, elle est un peu formée à cette dimension de réaction et peut accompagner la PME. Donc là, ça a été le cas. Ça a pris quand même 3 semaines pour restaurer un système d'information complet opérationnel. Pendant ce temps-là, il a fallu communiquer. C'est-à-dire prévenir ses clients, avertir ses sous-traitants, parce qu'on ne travaille pas seul, on est dans un réseau, donc les conséquences, elles se propagent. Donc effectivement, l'enjeu de la communication et de la gestion de crise a été fondamental. Ça a permis aux dirigeants de réaliser, de revoir, de remettre à plat son système et surtout d'être accompagnés par des experts. On l'a beaucoup dit, vous avez vos activités en tant que TPE, PME, vous ne pouvez pas être expert de tout, mais par chance, vous avez des experts de la cybersécurité, en général, sont à proximité de vous. C'est important d'établir ce lien de confiance avec un prestataire qui va être capable de vous accompagner sur le long terme. Une mise en place d'une politique de cybersécurité, c'est une étape pas à pas. Il faut être humble quand on fait de la cybersécurité, ne pas viser le 100%, ça ne fonctionne pas. Par contre, mettre en place les bonnes pratiques, d'abord identifier la priorité de ce que l'on veut protéger, son patrimoine de données, ça c'est la première étape. Accepter cet accompagnement par un expert. Alors, la pression que l'on a quand on se dit on se fait accompagner par un expert, c'est de se dire on va être dépendant de cet expert. Alors évidemment, chacun son métier, mais l'enjeu de la formation, de former et de monter en compétence votre personnel via la formation continue est absolument indispensable. D'ailleurs, dans notre région, en fait, on allie vraiment l'accompagnement des PME, l'enjeu de l'expertise en cybersécurité à l'enjeu de la formation. Donc vous n'aurez peut-être pas les Bac+5, les Bac+8 dans vos PME, mais par contre, vous pouvez avoir un référent de cybersécurité en interne que vous allez former et qui pourra dialoguer avec votre prestataire de cybersécurité. Juste peut-être un deuxième exemple que l'on a eu dans les dernières semaines, c'était un transporteur routier qui a été victime d'un rançongiciel et qui, pour le coup, le lundi matin est arrivé au travail et ne pouvait pas à nouveau opérer et distribuer l'ensemble des commandes à ses chauffeurs. Alors, il a eu un réflexe, il a eu un bon réflexe, il est allé à la gendarmerie. Il est allé déclarer qu'il avait un problème informatique et que visiblement, il était victime d'une attaque qui l'empêchait d'opérer. Malheureusement, au guichet de cette gendarmerie en Bretagne Sud, la personne n'était pas encore vraiment au courant et formée pour savoir qu'elle avait un référent de sécurité numérique au sein de la brigade. Donc elle n'a pas pu l'aider, donc il est retourné chez lui un petit peu désemparé et en cherchant, voilà, il a fini par trouver un référent qui pouvait l'accompagner à côté de chez lui. Mais c'est pour dire qu'il y a encore, voilà, on est dans une démarche de prendre le temps, que tout le monde monte en compétences et évidemment il y a de très bons relais en proximité. Je pense que l'enjeu de proximité est important quand on est une TPE ou PME et qu'on n'aille pas tout le temps se référer par exemple à des grands industriels parisiens. Vous avez des experts locaux qui sont très bons et en général moins chers. Bon, en vérité, dans toute gendarmerie, dans toute gendarmerie, il y a un référent numérique, mais le jeune gendarme ne le savait pas, hein, c'est ça. Voilà.
Monsieur Michel Juvin, on ne peut pas mettre non plus un gendarme justement derrière chaque employé. Hein. C'est un petit peu stressant, j'imagine, pour l'Assemblée. Et d'un seul coup, ils se rendent compte tout ce qu'il y a à faire, et puis ci, et puis ça, une bonne hygiène, etc. Mais quand même, on peut leur apporter une expertise. Alors, quels sont vos premiers conseils pour que d'une part, quand même, ils ne soient pas submergés, et cette idée que ça concerne tout le monde, certes, il n'y a pas que le PDG qui est l'objet des attaques, mais comment essayer de sensibiliser le personnel du coup? Oui, je ne vais pas revenir sur le coût de l'expert en cybersécurité. C'est vraiment fonction de l'activité et du contexte. Pour autant, c'est vrai que votre entreprise fait beaucoup de communication en matière de cybersécurité, et c'est à noter parce qu'elle est très performante, et en plus, elle a un petit côté amusant. Donc voilà, je voulais juste spécifier. Vive la Bretagne, bravo. Exactement. Et en même temps, c'est vrai. Voilà, la vraie difficulté, c'est qu'on n'est pas assez nombreux, puisqu'il y a même d'autres professions qui donnent des conseils en cybersécurité. Je pense qu'il y a un problème de fond, puisque notre rôle, il est auprès de tous les employés. Alors, effectivement, par rapport au nombre, c'est un petit peu complexe, mais c'est vrai que sur le fond, il y a une maturité globale qui est en train d'arriver, et ceci grâce aux instances gouvernementales ou aux instances de communication, comme par exemple le MEDEF, pour éveiller à cette problématique de cybersécurité. Et notre souhait, en fait, ce qu'on pourrait imaginer et rêver peut-être, c'est que la capacité que l'on a de faire des analyses de risque en cybersécurité, elle soit transmise à l'ensemble des employés. Ou au moins juste avoir le bon réflexe, tiens, il y a quelque chose qui m'alarme, il y a quelque chose qui est bizarre, je dois en fait trouver un référent au sein de l'entreprise, et c'est là où c'est important de le trouver effectivement et au sein de l'entreprise et aussi avec les partenaires et les fournisseurs pour pouvoir répondre à ce type de questions. On manipule des informations tous les jours au sein de l'entreprise qui sont la propriété intellectuelle de l'entreprise, qui sont des informations essentielles pour la vie de l'entreprise. Et c'est ça, je pense, qui est important. On voit bien que les attaques aujourd'hui, quand on réfléchit au nombre d'usurpations d'identité qui ont eu lieu, alors j'ai fait un petit calcul, hein, je n'ai pas amené les documents là, mais en cumulant toutes les attaques, à fin 2018, il y avait un rapport qui montrait qu'il y avait 24 milliards d'identités, avec donc identifiants et mots de passe, qui avaient été volés jusqu'à fin 2018. 24 milliards d'identités, c'est énorme, on ne s'en rend pas compte. Mais on va juste se poser une petite hypothèse en disant qu'il y a 4 milliards de personnes qui ont une identité numérique en fait, dans le monde d'Internet. Ça veut dire qu'en moyenne, nos données ont été volées 6 fois. Là, ça fait réfléchir parce qu'on se dit nos données, elles sont déjà dans le Darknet en 6 exemplaires. Waouh! Mais ça veut dire que potentiellement, en fait, il y a des personnes qui sont capables d'usurper votre identité pour accéder ou tromper la confiance d'un tiers pour pouvoir atteindre une cible. Il ne faut pas oublier non plus que la stratégie des hackers, elle ne consiste pas en attaquant directement la cible, mais bien souvent en attaquant l'assistante du directeur ou en attaquant précisément, en matière de mail de phishing, en attaquant précisément des fonctions d'entreprise qui sont dédiés spécifiquement à recevoir tous les appels. Je pense par exemple aux RH, qui reçoivent régulièrement des CV dans un document Word qui peuvent contenir une macro et ainsi de suite. Donc il faut réfléchir à cette notion de ce qu'on appelle, non pas VIP, mais VAP, les Very Attacked People, c'est-à-dire ceux qui sont la cible du monde du hacking. Et c'est cela pour lequel il faut prêter une attention complémentaire et évidemment les former, les éveiller à la cybersécurité. J'aime bien aussi cette fonction, le titre de votre société, Cyberzen. Je trouve que ça, c'est vraiment un objectif que l'on doit atteindre. Donc merci d'avoir J'aime bien moi aussi. répondu à ma question sur les VIP du début. Et effectivement, Jean-Philippe Gaulier, en préparant, vous me disiez, il y a des recettes pour savoir quoi faire face à la cybersécurité. Il y en a partout, mais souvent on comprend rien. C'est fait par des chercheurs du CNRS. Nous, on comprend tout. Donc c'est ça. Alors, j'ai rien dit contre les chercheurs du CNRS que j'aime beaucoup, parce que sinon je vais me faire des amis. Ce que je disais quand on s'est parlé là-dessus, c'est que on dit souvent des mots très compliqués, des gros mots. Alors j'ai entendu plein de fois analyse de risque. Je suis pas sûr que tout le monde dans l'Assemblée sache ce que c'est. Je suis même pas sûr que moi je sache ce que c'est.
Par contre, quand on parle de retour sur investissement, là je pense que je parle à un peu plus de monde dans l'Assemblée. Quand je parle de budget, je parle aussi à pas mal de monde. Et quand je parle de protection des collaborateurs et des entreprises et de la propriété intellectuelle, je pense que là tout le monde a compris mon discours. Il y a quelques années de ça, on avait tous des stylos Bic, sans citer la marque, du papier, etc. Et quand ça marchait pas, on le grattait sous la semelle ou on le passait au briquet parce qu'on pouvait encore fumer. Et puis quand ça marchait pas, on le jetait. Je mets au défi d'aller voir vos poubelles. Il n'y a pas beaucoup d'ordinateurs qui traînent, même quand ça marche pas. Ça peut durer des mois. La preuve, on a entendu parler de plein de rançongiciels qui est apparemment la première menace à laquelle vous faites face. Moi, je trouve plein de menaces, même sans connexion Internet. Donc, ça fait déjà une différence avec nos amis experts comptables, puisque dans ce que vous allez chercher à voir, c'est la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité. On traite des cas, et je pense que mon collègue ici présent traite également, où il y a des informations qui sont volées dans l'entreprise parce que malheureusement il y a parfois des collaborateurs qui ne sont pas honnêtes. Il y a des choses qui sont modifiées, on parlait d'intégrité. Parce que là aussi, il peut y avoir des erreurs dans les logiciels. On parle de TVA, on parle de calcul, etc., de devis. Qui n'a jamais fait une erreur ? C'est pas très grave en soi, mais ça existe. Et quant à la confidentialité, là, je pense que vous comprendrez tous à quoi ça correspond. Donc, au quotidien, on peut traiter de manière simple ces choses-là, sans avoir à utiliser des gros mots nés du jargon informatique ou de la sécurité informatique. Pour faire adhérer. Vous avez l'inventeur du pare-feu et un grand cryptographe qui ont fait un point contre point en 2001 et qui disait en 20 ans de formation, donc 2001, vous voyez, ça fait déjà un moment qu'ils enseignent, nous n'avons trouvé que 2 solutions pour faire adhérer les gens, c'est soit leur prendre de l'argent, soit les humilier. Bon, nous, chez Cyberzen, on essaye une 3e voie qui est la voie ludique, le jeu, pour essayer de décrisper les sensibilités et de vous apporter un autre regard. On essaye de vous faire aimer le contenu, vous amuser et prendre d'autres voies, que ce soit par la réalité virtuelle, la réalité augmentée, les applis sur smartphone, avec du micro-learning, des choses qui vont vite, où vous n'avez pas les fesses pendant 1 heure en séance et où on vous parle de quelque chose où vous auriez surtout payé pour ne pas être là. Bon, il y a peut-être d'autres voies aujourd'hui pour appréhender la cyber ou l'absence de cyber, parce que finalement, on s'en porterait mieux si on n'en parlait pas. Eh bien, on va s'amuser à prendre des questions, parce que j'ai vu qu'il y a souvent des interrogations. Comme on a un petit peu décalé l'après-midi, est-ce que ce qui a été dit par nos experts suscite des interrogations, ou bien est-ce que c'est extrêmement clair ? Madame, la porteuse de micro arrive aussi vite que possible, sans tomber dans l'escalier. Il y a d'autres risques plus physiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour les PME et ETI, l'agilité, c'est extrêmement important dans le business. Et le cloud est une solution. Alors Guillaume Poupard l'a rappelé, me semble-t-il, la semaine dernière. Le cloud est une solution pour les petites entreprises en termes de business. Quels conseils vous pouvez leur donner en matière de sécurité du cloud ou avant de migrer leurs données dans le cloud ? Je vais me permettre de répondre. Il faut considérer effectivement les choix vers le cloud aujourd'hui, tenant compte de l'évolution du nombre et de la quantité d'informations que l'on doit gérer, comme étant une nécessité, une solution optimisée de la gestion de son ensemble d'informations. Aujourd'hui, quand on signe un contrat avec un fournisseur, en particulier en matière de données et d'informations numériques, il est important de suivre certaines règles. D'abord, l'objectif de fond, c'est de s'assurer que la politique de sécurité qu'on a mis en place au sein de son entreprise sera conduite et de même niveau chez le prestataire et le fournisseur. Et donc, l'objectif est d'évaluer la fiabilité et la sécurité de son système d'information comme on évalue le sien en interne. Après, il y a plusieurs informations à mettre dans le contrat que l'on va signer avec ce fournisseur. Même si parfois, pour certains fournisseurs, c'est assez difficile à faire modifier les contrats. Je pense à des grands fournisseurs d'origine anglo-saxonne. Le premier point, c'est la définition de ce qui est confidentiel
pour vous, petite entreprise, mais aussi pour le fournisseur. La définition de ce qui est confidentiel. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle la non-disclosure agreement, c'est-à-dire l'engagement que le fournisseur ne va pas laisser fuiter une information. C'est un engagement, sa responsabilité. Le troisième point, c'est le niveau de service qu'il va vous apporter. Le niveau de service, c'est très important, ça va vous dire non seulement la date d'ouverture du service, mais en même temps, tout le niveau de sécurité qu'il va mettre en place pour patcher régulièrement son infrastructure et garantir en fait la disponibilité du système d'information. Le quatrième point, c'est la réversibilité, car même si parfois dans des solutions de type SaaS, c'est-à-dire un service entièrement outsourcé, eh bien il faut pouvoir retrouver ces informations au retour. Et dernier point aussi, c'est celui qui est relatif à la conformité, compliance. Et il faut s'assurer que le fournisseur, lui aussi, respectera les règles de compliance. Un petit point en parallèle, dans le règlement européen, le GDPR, il y a un point sur la responsabilité du fournisseur. Il faut bien que ça soit explicitement décrit aussi dans le contrat avant la signature. Évidemment, il y a aussi des solutions pour la cybersécurité des fournisseurs. On a parlé de CyRating, mais on peut aussi parler de CyberVadis, qui est une solution qui est sur la base de la solution d'EcoVadis, qui est aussi très efficace. Peut-être pour aller un tout petit peu plus loin sur un pas pragmatique, est-ce que vous avez des données confidentielles qui vous mettent à risque avec des pays étrangers? Si la réponse est non, bah, allez-y gaiement. Si votre premier concurrent est aux US ou en Chine ou ailleurs, réfléchissez un petit peu, puisqu'il y a des lois qui sont présentes pour donner la priorité aux entreprises locales. Donc voilà, on parlait d'analyse de risque, ça c'est une analyse de risque. Alors je vais en compléter effectivement, parce qu'on se pose tous la question de savoir est-ce que je peux exporter ou déposer mes données dans un cloud américain, compte tenu de la nouvelle loi qui a été définie il y a très peu de temps en fait aux États-Unis, qui s'appelle Cloud Act, pour Clarifying Lawful Overseas Use of Data, c'est-à-dire une notion, ce qu'on décrit effectivement en France, comme le droit d'extraterritorialité des Américains sur les données que l'on gère dans des systèmes gérés par les Américains. Donc, c'est la bonne approche. Est-ce que vos données sont sensibles par rapport à donc, potentiellement un compétiteur ou potentiellement aussi dans l'analyse du risque que vous devez faire, mais là, il faut aller plus dans le détail. Il faut analyser les risques externes, économiques, criminalité, les risques systémiques, les risques environnementaux, et bien sûr, il y a toute une série de risques internes. Mais encore une fois, la solution EBIOS Risk Manager proposée par l'ANSSI vous donnera une première approche de l'ensemble des risques que vous devez prendre en compte. Très bien, merci. Y a-t-il d'autres mains qui se lèvent, d'autres questions? Oui, sur la droite, merci beaucoup. Ça vient tout de suite. Merci. Oui, merci. Bonjour à tous. Comment mettez-vous en fait en perspective, dans ce cas-là, l'utilisation de la blockchain, notamment pour les contrats? Vous avez parlé de contrats au niveau international, par exemple. Comment mettez-vous tout ça finalement en perspective par rapport à ce que vous avez dit là précédemment? Alors, je vais probablement me faire beaucoup d'amis. Il y a beaucoup de choses que nous savions faire avant la blockchain et qu'on sait faire depuis la blockchain sans blockchain. Ça, c'est la première chose à savoir. Donc, par contre, si vous voulez vendre beaucoup d'actions, il faut mettre blockchain dans votre solution. Ça va faire une montée immédiate. Bon, après, ça va retomber, mais vous allez gagner. Dites pas que je l'ai dit, je veux pas d'initier. Blague mise à part, la blockchain n'est pas une solution magique, c'est une solution en peer-to-peer qui va permettre, de manière anonyme ou pas en fonction de la technologie, hein, on parle de blockchain mais il y a plein d'équivalents, de mettre à disposition des informations qui peuvent être parcellaires. Et probablement chiffré, voire anonymisé en fonction de la technologie. Du coup, la question ne se pose pas, mais il n'y a pas non plus énormément de solutions de fichiers mis à distance dans le cloud de manière répartie et sécurisée par solution de blockchain. Il y en a quelques-unes, mais ce n'est pas encore devenu le partage de fichiers de OneDrive. Donc on a encore du temps à parcourir avant ça.
même si ce sont des choses à regarder. Aujourd'hui, la blockchain, elle est très présente dans la signature électronique et on se pose beaucoup de questions autour de ça et on voit qu'il y a des vraies solutions et avantages à ça. Il y a peut-être des solutions à gratter pour le vote électronique. On sait que ça fait beaucoup débat et nos amis de l'ANSSI pourraient en parler bien mieux que moi. Pour moi, c'est pas une solution magique comme on le voit souvent apparaître, c'est une solution adaptée à un besoin, mais je ne pense pas que l'externalisation du cloud dans la blockchain soit la réponse à ce besoin aujourd'hui, mais c'est un avis très personnel. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que... Ah, si j'ai pas vu, excusez-moi. Très bien. Oui, bonjour à tous. Débat très intéressant. Pour l'élargir un petit peu, je poserai la question de la souveraineté numérique de l'État. Aux États-Unis, quasiment toute la défense américaine a externalisé ses données dans le cloud Amazon avec un contrat qui s'appelle JEDI. Ça a été fait. Si vous avez regardé France 5, il y avait Le Monde selon Amazon cette semaine qui passait, qui montrait comment la ville de Seattle fait face aux multinationales. En France, on a beaucoup les débats, on dira, qui est apparu dans les médias occidentaux, la note de crédit social qui est imposée en Chine, qui suit le citoyen. En France, on a le projet pour la sécurité sociale de l'identification faciale avec le droit à l'ISEM. Est-ce qu'en 2024, le citoyen européen ne va pas être en risque versus ses libertés face à toutes ces connexions cybernétiques? On va devoir tous y passer. On dira on va tous être ultra connectés. S'il y a un problème, plus d'électricité, on fait quoi? On est ultra connectés. Là, on a eu l'incident avec la personne de Ligonnès qui a été soi-disant identifiée et mince, c'était pas le bon. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas un risque global pour les citoyens? Voilà, et puis pour la souveraineté numérique de l'État, les données se baladent où? Dans le cloud, en France, à l'étranger? Merci. Je crois que si on arrive à éviter toutes les attaques de 2019-2020 avant 2024, j'espère que ce sera déjà pas mal. Est-ce que vous voulez réagir, M. Gaulier? Très rapidement, on m'a dit qu'on n'avait pas cité IA, donc voilà, je le fais, comme ça on a eu tous les buzzwords. Il y a beaucoup de questions, dont un certain nombre auxquelles je ne suis pas légitime pour répondre. Donc je pourrais vous donner mon avis à la pause après si vous voulez, mais tout ce qui est sûreté de l'État, je pense qu'il y a des personnes beaucoup plus représentatives que moi ici pour pouvoir répondre. Est-ce que l'informatique devient critique dans nos vies aujourd'hui? Là, je vais vous y répondre. Dans vos entreprises, si j'arrête l'informatique, pendant combien de temps pouvez-vous encore facturer? Si la réponse est il n'y a aucun problème, eh bien, vous êtes résilient, vous avez un plan de continuité d'activité, toutes mes félicitations. Si la réponse est je ne m'étais pas posé la question, je vous invite à venir me voir, j'ai plein de solutions pour vous. Tiffaine Leduc, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? On a parlé de beaucoup de choses, on a expliqué que les enjeux sont stratégiques et finalement en Bretagne vous avez une expérience au quotidien extrêmement riche, alors peut-être. Oui, mais effectivement peut-être quelques points à ajouter. Bon, déjà, c'est que tout le monde n'est pas malveillant, c'est-à-dire il y a effectivement des attaques, mais il y a aussi parfois des erreurs par manque de conscience et d'hygiène informatique. Hein. C'est ce qu'on disait en cliquant sur la mauvaise pièce jointe. Alors maintenant, les gens le savent, mais on n'est pas que victime d'attaques externes. On peut aussi avoir un personnel qui est mal formé et parfois générer des problèmes en interne. Donc ça, c'était une première remarque. Donc cet enjeu de la formation continue. En cybersécurité, il y a beaucoup d'acteurs sur le territoire en France. Il y en a plus de 800. Il y a beaucoup de PME dans ces acteurs. Il n'y a pas que des grands, comme on le disait tout à l'heure. Donc, ça veut dire qu'une PME, peut-être, est plus à l'aise aussi pour échanger avec une PME de la cybersécurité. Donc, il y en a pas mal. Hein. On est à plus de 80% d'acteurs sur le territoire qui sont des TPE-PME, qui font même moins de 20 personnes, moins de 50-20 personnes. Et puis, il y a des dispositifs, c'est-à-dire que vous avez l'occasion d'avoir des annuaires. On en a parlé là tout à l'heure avec une plateforme pour les commissaires aux comptes, mais il existe vraiment beaucoup d'annuaires maintenant qui sont rendus lisibles. On classe les catégories d'expertise en cybersécurité par rapport à l'incident, c'est-à-dire ce que vous avez à identifier comme valeur importante à protéger, des solutions pour détecter que vous êtes victime d'une attaque, des solutions pour vous protéger de cette attaque. Et donc, vous avez des catégories comme ça qui vous permettent d'être guidés de façon un peu plus explicite que si on
on vous parle avec les grands mots compliqués dont on parlait tout à l'heure. Donc il ne faut pas hésiter à se tourner vers ces annuaires. Il y en a en Bretagne évidemment, mais il y en a ailleurs aussi bien sûr. Et il existe aussi des dispositifs de plus en plus. Vous avez des appels à projets qui vous permettent d'expérimenter. La notion d'expérimenter, c'est intéressant quand on est une PME, surtout quand on n'est pas expert de la cyber, parce que ça va permettre de tester une solution avec un expert de la cybersécurité, d'exprimer ses besoins, ses enjeux et de voir cette solution mise au point. Donc n'hésitez pas à regarder aussi ces enjeux d'appel à projet, d'expérimentation de solutions de cybersécurité. Ça peut vous aider à faire un pas aussi dans la mise en place d'une politique de cybersécurité. Pour synthétiser, Monsieur Gaulier, vous disiez effectivement il peut y avoir non pas toujours des actes malveillants mais des négligences tout simplement, mais il faut quand même y veiller quand on est un responsable d'entreprise bien informé. Et vous dites une négligence, bon ça peut se comprendre, deux négligences ça devient une malveillance. Et puis si vous voulez bien également citer l'exemple d'Auvergne-Clermont, je crois que c'est vous qui m'aviez raconté une société Auvergne-Clermont et tout ça est instructif parce que du coup ce sont des erreurs que ne feront pas nos interlocuteurs du public. Effectivement, je vais reprendre la notion. Voilà. Je vais reprendre la notion de négligence. Je pense que le droit à l'erreur et que l'erreur arrive et que l'erreur est humaine. Donc, on peut tous commettre une erreur, parfois par manque de sensibilisation et de formation. Une fois que la négligence est arrivée, en général, on se fait rattraper par la patrouille et on se fait bien expliquer correctement pourquoi et comment. Et lorsque ça se reproduit, moi j'ai tendance à dire, et les clients que j'accompagne, je leur partage cette idée, qu'une négligence, surtout quand on a été sensibilisé et ou formé, il faut comprendre pourquoi c'est arrivé et mettre en place ce qui va bien pour s'en protéger. Mais si ça se reproduit, ce n'est plus une négligence, c'est bien une malveillance. Et donc il faut être prudent quant à ça, puisque on met facilement sur le dos de la négligence des actes quotidiens. Je pense qu'il y a une grande banque qui pourrait vous en parler suite à un trader qui aurait eu accès à un fichier Excel qui était protégé par un mot de passe connu par tout le monde. Est-ce qu'on parle de négligence? Est-ce qu'on parle de malveillance? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, au quotidien, on a tous des gestes de dire non, mais j'ai laissé la porte ouverte parce que j'allais fumer et puis ça m'embête de rebadger. Non, mais je lock pas mon écran parce que tu comprends, après, il faut que je mette mon mot de passe de 12 caractères parce que tu m'as obligé et donc c'est pénible. Eh bien, si je vous ai expliqué pourquoi, que je vous ai démontré, c'est parce que derrière, il y a un risque. Donc, si je vous demande en tant que responsable de sécurité du système d'information de verrouiller votre écran, et que la politique de l'entreprise qui est rattachée au contrat de travail vous le demande, et qu'on vous démontre que je peux passer derrière et prendre des informations confidentielles, là je pense qu'il faut sérieusement ne plus parler de négligence, mais de malveillance avec les conséquences associées. Il y a eu, il y a quelques temps de ça, une PME à Clermont qui faisait des pièces détachées. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous l'auront vu dans la presse, qui a été victime d'un rançongiciel, comme on le dit aujourd'hui. Cette entreprise n'avait pas de sauvegarde, ou si elle avait fait des sauvegardes, elle n'avait pas testé la restauration de ces sauvegardes, comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc vous pouvez avoir toutes les sauvegardes du monde, si elles ne fonctionnent pas, ça ne sert à rien. Et le lundi matin, en arrivant, le chef d'entreprise voit que son système d'information, c'est un grand mot, c'était un PC avec toutes les références des pièces et la compta, est chiffré. Pour tout un tas de raisons, il décide de ne pas payer. Et ne pouvant ni servir ses clients, ni savoir ce qu'il avait en stock, à moins de recompter vis et boulons un par un, était contraint de mettre la clé sous la porte. Bon, c'est un petit peu dommage en 2019 d'en arriver là. On a des solutions, et Bercy a pris Nextcloud en solution libre, donc le ministère de la Finance, pardon, pour faire des sauvegardes et des restaurations et se prévaloir de ce genre de choses désagréables. Allez-y. Foncez, ça coûte pas cher parce que c'est gratuit et ça peut rapporter gros puisque vous ne perdrez pas d'argent. Eh bien, merci pour cette erreur que nous ne ferons pas. Merci, messieurs, dames. On peut remercier ces experts et nous allons avancer dans le débat. Merci encore, monsieur Juvin, de votre participation.